Prions. Notre Dieu, nous prions pour la guérison, pour ce péché persistant du racisme qui rejette la personnalité des personnes et certains de nos enfants et le talent et le potentiel que tu nous as donné. Nous prions pour que les systèmes qui ne respectent pas la dignité des personnes soient reconnus. Les systèmes qui ne font pas la promotion du respect des autres et qui ont subi l'héritage de siècles entiers de discrimination, de peur et de violence. Nous prions pour que les enfants de couleur et tous les enfants aient accès à de l'eau potable et propre et aux soins de santé. Nous prions pour que les enfants de couleur et tous les enfants jouissent d'une éducation de qualité qui leur permettra de s'épanouir et de développer leurs talents. Nous prions pour que les enfants de couleur et tous les enfants aient un foyer, une maison où les familles peuvent vivre dans la dignité et la sécurité. Nous prions pour que les enfants de couleur et tous les enfants puissent grandir sans peur, sans le bruit des armes. Notre Seigneur, nous te demandons d'écouter nos prières et d'y répondre. Nous prions pour que les malades puissent être libérés de leur maladie et que, en recevant la guérison, ils soient des véhicules de guérison. Nous recevons ta paix et nous sommes des instruments de paix. Donne-nous des yeux pour voir comment le passé a modelé le présent qui est si complexe et de voir comment nous pouvons créer une nouvelle voie vers l'avenir, un nouveau sens de communauté qui célèbre la riche diversité et qui nous aide à rejeter ce péché du racisme, cette tâche de haine et que nous recherchions la solidarité avec le soutien de ta grâce et de ton amour. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour cette importante conversation. Que l'esprit de la vérité nous guide afin que nous puissions parler, dire la vérité du passé et du présent. Guide-nous continuellement le long du chemin qui mène à la réconciliation, à la justice et à la paix. Nous te demandons ceci pour l'amour de Christ, le Prince de la paix et notre Sauveur. Amen. Bonjour. Ou bonsoir, chers amis, chers collègues. Nous sommes tous rassemblés ici ce matin et je vous souhaite la bienvenue au nom du WCC, de la communauté de la diaspora d'Afrique du Sud qui nous a réunis ce matin. J'assume cette responsabilité au nom du professeur Isabelle Apawu-Ofiri qui devait nous souhaiter la bienvenue ce matin, mais qui ne peut pas être là en raison d'autres engagements. Nous sommes très enthousiasmés par le programme d'aujourd'hui, par le débat à venir, et je souhaite vous encourager tous, vous tous, les participants, les frères et les sœurs qui sont membres du panel. Et aujourd'hui, nous espérons continuer tout particulièrement dans cette quête
de la lutte contre le racisme. Aujourd'hui, nous commémorons également le 50e anniversaire depuis le lancement du programme pour combattre le racisme. Et donc, nous sommes réellement enthousiasmés de cette réalité. Permettez-moi de saisir cette occasion, chers frères et chères sœurs, pour vous présenter notre modératrice de ce matin. C'est la modératrice de la Commission des affaires indonésiennes. Membre émérite de l'AFM à Naledi et président de la AFM. Il a été président de l'AFM internationale pendant 23 ans jusqu'en 2019. Il est ancien membre du comité national exécutif du Congrès de l'ANC et président de l'UDF, président adjoint de la Civic Association Soweto, président de la commission électorale, responsable des élections démocratiques de 1994. Il a été directeur général au cours de la présidence de Halema Mossande et secrétaire du cabinet au cours de la présidence de Nelson Mandela et des présidences successives. Il a été secrétaire du Conseil africain des Églises, directeur de l'Institut pour la théologie contextuelle et il a été membre de différents conseils, le Housing Trust, et il a été au Conseil des universités de différentes universités. Voilà donc un homme qui a fait un long chemin et un homme que j'ai l'honneur de vous présenter, le révérend Dr Frank Chikane. Vous avez la parole. Bonjour et bonsoir pour ceux d'entre vous qui êtes dans un autre fuseau horaire. Je suis heureux de modérer cette session et je voudrais remercier le WCC d'agir, d'œuvrer en partenariat avec la conférence, avec les organisateurs de la diaspora africaine et d'avoir organisé cet événement sur le racisme et l'afrophobie. Différents débats ont eu lieu sur l'impact du coronavirus sur les Africains et les personnes d'origine africaine, également sur les réparations pour les personnes d'origine africaine dans différentes régions du monde. Ensuite, nous avons eu également une discussion, un débat étudiant les façons qui peuvent permettre aux personnes d'origine africaine de jouir des progrès, des avancées dans le monde. Et maintenant, nous avons donc cet événement, ce webinaire sur l'afrophobie. Nous allons avoir 2 heures ensemble et nous allons écouter des interventions de la part de nos panélistes, mais également nous allons leur poser des questions. Nous écouterons leurs réponses. Nous aurons donc une session de questions-réponses. Chaque panéliste aura 5 minutes à sa disposition. Et j'aimerais saisir cette occasion pour vous dire que la question du racisme et de l'afrophobie est absolument fondamentale dans notre vie. Et je suis personnellement convaincue qu'à moins que l'on ne change
la destinée des Africains et des personnes d'origine africaine dans le monde en termes de statut économique, eh bien, si l'on ne fait pas cela, le racisme perdurera et le racisme durera. Et donc, nous avons besoin de de savoir comment faire face à cette problématique du racisme. Notre premier panéliste est le docteur Catherine Namakula, qui est vice-présidente du groupe de travail des experts sur les personnes d'origine africaine. Elle travaille à l'université de Bloemfontein en Afrique du Sud et professeure des droits humains et de la justice pénale. Elle a accepté différents postes dans différentes organisations expertes. Elle a énormément contribué au travail dans le domaine de l'inclusion des personnes dans des procès de justice pénale pour défendre la langue africaine. Elle est également conseillère juridique et leader communautaire parmi des organisations de migrants et des associations en Afrique du Sud. Elle a un doctorat de philosophie de l'université de Johannesburg, Afrique du Sud, et un master en droits humains de l'université de Nottingham au Royaume-Uni, entre autres qualifications. Nous souhaitons la bienvenue au docteur Catherine Namakula. Le deuxième panéliste est notre frère Richard Reddy, écrivain, chercheur, diffuseur également. Il a écrit différentes publications, y compris dans le Guardian, le Times, le BBC Online, le Church Times, le Voice Newspaper, Christianity, Keep the Faith, Third Way, Réforme, Roots et le Weekly Gleaner. Il a pris part dans un certain nombre de programmes de télévision et de radio tels que Prière du jour de la BBC, Au-delà des croyances, Amazing Grace. Il est également auteur de Abolition, la lutte pour abolir l'esclavage dans les colonies britanniques. Il a écrit donc différentes publications et il est actuellement directeur de justice et d'inclusion à l'organisme communique Churches Together in Britain and Ireland, et il a en cours un doctorat professionnel en théologie pratique. Nous vous souhaitons la bienvenue également et c'est avec plaisir que nous vous écouterons. Et notre dernier panéliste est Andy Soko Dijon, étudiant doctorant en théologie à l'université de Groningen aux Pays-Bas. Elle a réalisé des études bibliques à l'université de KwaZulu. Elle a travaillé dans le domaine de la théologie interculturelle et de la théologie noire. Elle a également contribué au travail de Missing Netherlands et elle est membre du conseil de la Foundation Academy. Membre des théologiens africains et du comité sur la restauration, une restauration juste de l'histoire de la théologie. Il a une grande expérience et a collaboré avec un grand nombre de théologiens.
Elle habite dans la ville de Alten, aux Pays-Bas, où se trouve l'Église protestante des Pays-Bas. Nous vous souhaitons également la bienvenue à ce webinaire et c'est avec plaisir que nous écouterons votre présentation. Donc, nous souhaitons la bienvenue également à tous ceux qui participent à ce webinaire. Le premier cycle de questions que je vais vous poser, les tendances actuelles dans la manifestation du racisme et des expériences africaines du racisme. Nous aimerions que vous partagiez avec nous votre expérience dans ce domaine. Et donc, nous écoutons Namakula pendant 5 minutes. Merci beaucoup, Dr. Chikani. La question que nous avons devant nous, c'est les tendances actuelles dans le racisme et les expériences africaines en la matière. J'aimerais dès le départ souligner le fait qu'il y a deux aspects importants qui causent le racisme. Le premier, c'est que les personnes d'origine africaine sont traitées différemment des autres dans les mêmes situations. Et deuxièmement, là où elles sont traitées de la même façon que tous les autres, il est reconnu que c'est un groupe différent. Un groupe de travail sous la tutelle des Nations Unies, qui est la décennie pour les personnes d'origine africaine. Dans ce programme, un des piliers, c'est la justice et le développement. Dans notre travail, nous étudions des scénarios d'injustice environnementale où les personnes d'origine africaine vivent et un grand travail est fait pour nettoyer en quelque sorte cet environnement où il y a des décharges toxiques, des déchets. Et donc, on parle maintenant de justice environnementale pour toutes les races. Nous étudions également les questions de profilage racial. Nous voyons qu'il y a des personnes descendantes d'Africaines qui sont considérées de façon arbitraire et qui sont victimes des mécanismes d'application de la loi. Par exemple, si vous êtes en Europe, en tant qu'Africain, si vous êtes dans un train, eh bien, on va vous demander de montrer le ticket ou le billet comme si vous contreveniez à la loi de façon systématique quand vous êtes noir. Et donc, les personnes d'origine africaine, sur la base de leur couleur et de leur race, sont des victimes de ce genre d'action. Et c'est la même chose au contrôle des frontières. On voit qu'il y a un profilage racial et aussi dans les mesures d'exigence d'immigration, la barre est posée plus haut pour les personnes d'origine africaine. Il y a par exemple aux frontières des États-Unis, des personnes qui viennent de Haïti et qui demandent l'asile, eh bien, ces personnes sont retenues et ne peuvent même pas demander l'asile. On ne les écoute pas. On n'écoute pas les raisons de leur situation. Et donc, nous considérons tout ceci comme des questions raciales. Et bien entendu, nous examinons l'explosion, les questions des opportunités moindres pour les personnes d'origine africaine qui entraînent beaucoup d'autres difficultés. Et bien entendu, comme vous l'avez dit, Dr. Chikani, nous allons encore parler de racisme pendant longtemps. Et bien entendu, nous
Examinons également la façon dont nous avons été complices de tout cela. Dans une certaine mesure, les personnes d'origine africaine ont accepté ce discours, ce récit, à savoir que nous sommes noirs. Il y a un manque de transparence pour nous et nous acceptons cette situation dans une certaine mesure. Nous excluons nous-mêmes de situations d'excellence et donc nous devons nous poser à nous-mêmes ce défi de mieux faire et de voir comment nous pouvons contribuer au développement mondial et afin que nous puissions nous gagner le respect des autres. Donc, ça vient, ce stigmatisme vient des autres, mais ça vient de nous aussi, et c'est horizontal aussi. Voilà pourquoi on parle d'afrophobie, parce que le racisme peut venir des Africains également. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous ces idées. Nous allons écouter maintenant la deuxième membre du panel. Merci beaucoup. D'après mon expérience en tant qu'Africaine en diaspora, je pense que la tendance actuelle est plus souvent que les Africains et les personnes d'origine africaine rencontrent deux types de racisme de façon régulière. D'une part, il y a le racisme qui vient des individus, qui est alimenté par la rhétorique extrémiste, et nous voyons cette rhétorique dans les partis politiques émergents qui sont de plus en plus au centre du discours public. Nous le voyons dans les médias, sur les réseaux sociaux, et par ailleurs, nous rencontrons également un racisme systémique. Outre les individus, il y a un racisme systémique, une peur les uns des autres. Par exemple, pour vous dire un peu ce qui se passe dans le domaine de l'éducation qui est offerte aux enfants où j'habite, il y a un grand nombre de lacunes dans les récits concernant l'histoire. Par exemple, pour un professeur, il est acceptable d'enseigner l'origine de la race humaine en Afrique et ensuite de sauter toute l'histoire de la colonisation et de la lutte pour l'indépendance. Et après, on parle de Nelson Mandela, de la pauvreté, etc. Ce qui manque dans cette histoire, c'est une connaissance profonde de la culture africaine, de toutes les contributions de l'Afrique que les Africains ont fait dans l'histoire. Et on nous parle des ancêtres de la race humaine, on ne parle pas de l'esclavage, de l'asservissement des personnes. Il y a un sage qui a écrit, qui a trouvé seulement 2 ou 3 Africains qui étaient mentionnés par leur nom dans des livres d'histoire. Et Nelson Mandela et Desmond Tutu, mais tout le reste est fondu dans la masse et les personnes ne sont pas mentionnées. Et je pense que on doit lutter contre cela et continuer à lutter contre le racisme au niveau individuel et systémique également. Merci, madame, merci. Nous reviendrons sur toutes ces questions, bien entendu, parce que c'est très important pour toutes les personnes là où elles habitent. Et il est également important de faire un devoir de mémoire. Je reviendrai sur ces points. Je donne la parole maintenant à Reddy. J'espère que je prononce bien votre nom. Oui, oui, c'est parfait. Et comme les précédents orateurs, je tiens à vous remercier pour cette invitation ici aujourd'hui à prendre la parole au sein de cette auguste assemblée. Alors je prends la parole depuis Londres, au Royaume-Uni. Et vous devez savoir que le mois d'octobre
en Grande-Bretagne est le mois de l'histoire noire, et ce, depuis 87. Ce mois est l'occasion de reconnaître, mais également d'affirmer la contribution perpétuelle des personnes noires à l'héritage africain. Et donc c'est un mois des plus importants. Et surtout depuis le meurtre de George Floyd l'année dernière. Je voudrais rebondir sur certains des propos des précédents orateurs. Vous savez, au Royaume-Uni, il y a les problèmes de racisme institutionnel, structurel, et cela se manifeste de bon nombre de façons, notamment avec des politiques publiques, le logement, l'emploi, le système pénal, la santé. On y voit des inégalités. On voit de l'inégalité au Royaume-Uni où des hommes noirs ou avec un patrimoine, un héritage africain risquent davantage de finir en prison qu'à l'université. Et il est important de réfléchir à la formation des jeunes noirs de 16 ans. Beaucoup, malheureusement, n'arrivent pas à obtenir les notes nécessaires dans le système britannique pour ensuite aller de l'avant, continuer à l'université. Et donc, nous sommes confrontés à des défis de taille. Des défis de taille sur le marché de l'emploi où des jeunes ont bien moins de chances d'avoir l'emploi que leurs confrères d'une autre couleur pourraient avoir. Et donc, des jeunes Africains ou des jeunes avec un patrimoine, un héritage africain sont confrontés à ces défis depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, il faut réellement un nouveau souffle, quelque chose qui galvanise le changement. Et il faut que, à nouveau, les personnes de couleur au Royaume-Uni passent à l'action pour plus de justice, plus d'équité, plus d'inclusion et plus de diversité au sein de la société britannique. Je pense que l'un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est le manque d'unité au sein des communautés noires. Et il faut que l'on travaille ensemble, avec nos organisations, la société civile, différents groupes qui peuvent créer des ponts pour que nous nous prononcions d'une seule voix sur ces éléments. Et les églises noires doivent également porter leur pierre à l'édifice. Et donc je suis très heureux d'avoir cet échange avec vous aujourd'hui. Cet échange est capital. J'espère sincèrement que grâce à ces échanges, il y aura des éléments tangibles que nous identifierons, qui nous permettront de changer la donne pour les quotidiens, pour le quotidien des Africains ou des Afro-descendants, que ce soit aux Pays-Bas, ailleurs en Europe, au Royaume-Uni, dans les Amériques, car nous sommes confrontés à bon nombre de défis partagés. Et désolé de ne pas avoir le temps de tous les mentionner ici. Un tout grand merci. Désolé, j'étais en sourdine. Je suis très heureux d'entendre tous ces retours de différentes expériences. Et merci pour le partage du Royaume-Uni. Maintenant, permettez-moi de passer à la seconde partie, mais avant tout, je tiens à vous dire que pendant les propos introductifs, nous avons entendu que le programme pour lutter contre le racisme avait été adopté par le Conseil œcuménique des Églises il y a 50 ans et qu'il avait été très difficile pour les Églises alors de prendre à bras le corps ce défi. Et depuis, nous avons effectué des percées pour
gérer la question du racisme. Cela étant dit, au cours de ces dernières années, le fait est que il y a eu un certain recul et les gouvernements élus sont davantage de droite et partant plus racistes dans leur approche. Et on voit que la flamme du racisme est ravivée aux quatre coins du monde. Et donc, pendant cette seconde partie, je voudrais que l'on parle justement de la lutte contre l'afrophobie et le racisme anti-noir. Comment peut-on démêler tout cela? Je voudrais vous entendre, chers panélistes. Nous devrions peut-être commencer par Soko de Jong. Tandy, à vous. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Alors pour moi, lorsque l'on veut justement démêler la question du racisme anti-noir et de l'afrophobie, eh bien, vous savez, on a Sinterklaas, Saint-Nicolas aux Pays-Bas. C'est une tradition polarisée, source de débat. Il y a là deux protagonistes dans cette tradition, Sinterklaas qui est Saint-Nicolas et ensuite il y a le père Fouettard qui est Zwarte Piet. Dernièrement, on ne parle plus que de Piet, pas Zwarte Piet, littéralement le Piet noir. Et ce personnage, cette caricature est très souvent en blackface, maquillé de noir et habillé d'une tenue qui lui est propre. Alors depuis l'année dernière, le blackface est de plus en plus souvent omis. Certains s'en plaignent. Les vêtements sont toujours les mêmes, mais ensuite le comportement de ce Piet, de ce père fouettoir est très curieux. On a un stéréotype de ce que nous, personnes noires, nous sommes censés avoir comme comportement. Et donc, père Fouettard est un personnage qui est toujours heureux, pas très intelligent, il danse beaucoup, il ressemble à un enfant et il vénère Saint-Nicolas qu'il considère comme un père spirituel. Ensuite, Saint-Nicolas est une caricature de ce que l'homme blanc devrait être. Il est sage, intelligent, c'est un dirigeant qui guide le père Fouettard. Il sait toujours quoi faire et quand. Et donc là, on a des symboles culturels, comme beaucoup aux quatre coins du monde, qui sont enracinés dans enracinés également dans l'identité des afrodescendants. Et ces constructions ont des conséquences hiérarchiques et ont des conséquences également sur les traits désirables et ne font qu'alimenter la suprématie blanche. Alors, quand bien même d'aucuns affirment qu'il n'y a là qu'une tradition pour les enfants inoffensive, eh bien, elle renforce ce stéréotype et renforce les comportements de certaines personnes. Par exemple, ici aux Pays-Bas, eh bien, ces traits qui sont donnés à des Noirs ne sont pas que ceux que j'ai déjà dit, par exemple ne pas être très intelligent, mais ensuite il y a également les traits de violence, etc., etc. Et cela ne fait qu'alimenter des phobies, la xénophobie de la société. Un autre panéliste nous a parlé du profilage racial. Eh bien, vous savez qu'à cause de ces stéréotypes, il y a peu un juge de haut rang a tranché en faveur d'un certain type de profilage. Et il avait interprété la loi selon laquelle être néerlandais, c'est être blanc, et partant, il était acceptable juridiquement pour des responsables de l'immigration de mettre de côté quelqu'un de couleur pour demander des papiers additionnels, effectuer des contrôles approfondis. Et donc, lorsqu'on veut justement essayer d'y voir plus clair, lorsqu'on parle de racisme anti-noir et d'afrophobie, eh bien, il faut avoir tous ces éléments à l'esprit car ils renforcent certains comportements, certaines politiques et in fine certaines actions entreprises par les autorités également. Et merci beaucoup.
Un tout grand merci à vous, madame. Il apparaît évident que le racisme vient en bon nombre de formes et bien souvent occulté, présenté comme quelque chose de normal. Et donc, chers participants, je tiens à vous dire que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire grâce au chat. N'hésitez pas. Et donc, chers panélistes, vous pourrez voir ces questions dans le chat et on pourra les gérer pendant l'échange prévu à la fin de cette réunion. Maintenant, Richard Reddy, puis-je vous demander d'aborder cette question liée au racisme anti-noir et à l'afrophobie? Comment démêler cette question? Oui. Alors, point de vue britannique, nous aussi, nous sommes confrontés à bon nombre de préjugés à l'encontre de la communauté noire. Mais depuis plusieurs années maintenant, il y a quelque chose d'assez intéressant, surtout avec l'assassinat de George Floyd. Il est important, en effet, depuis, nous essayons de voir comment le Royaume-Uni reconnaît son passé, son histoire, l'Empire et ses conséquences. Et l'année dernière, nous avons pu constater qu'au Royaume-Uni, eh bien, nous avons toujours eu des statuts mettant à l'honneur des hommes, j'insiste, des hommes qui ont participé à la traite des esclaves en traversant l'Atlantique. Et ces hommes ont des statuts dans des villes et villages aux quatre coins du pays. Et pendant très longtemps, les personnes noires ont dit « mais c'est inacceptable ». Comment peut-on mettre à l'honneur des personnes qui ont perpétré des actes si barbares? Et l'année dernière, des personnes se sont rassemblées, pas que des personnes noires, mais des personnes de différentes ethnies pour faire tomber la statue de Coastal à Bristol et pour y placer la statue d'une femme noire. Au-delà de ces statues, l'on voit des statues d'abolitionnistes blancs qui ont perpétué un mythe selon lequel les Blancs ont libéré les personnes africaines. Le mythe selon lequel les Noirs vivaient dans une situation d'urgence avant l'arrivée des Blancs. Je fais bien entendu la part de la narrative défendue par ces personnes. Et évidemment, c'est les gens qui tiennent ce discours ne disent pas que ce sont les Européens, les Britanniques, qui ont joué un rôle clé dans l'esclavagisme et la traite des êtres humains. Jamais les dimensions africaines ne sont mises en avant. On ne parle jamais de Boukwana ni d'autres. On ne parle jamais des abolitionnistes africains, de ceux qui ont lutté en Afrique et au Royaume-Uni ainsi qu'aux Amériques pour obtenir leur propre liberté. Vous savez, un moment charnière dans l'afrophobie cette année eh bien, cela a été pendant la finale, ou plutôt les derniers moments de l'Euro, parce que l'équipe britannique était fière d'être multiethnique, parce qu'il y avait quelques personnes d'origine noire. Et alors, malheureusement, nous avons perdu au penalty contre l'Italie, mais les 3 personnes qui ont raté leur penalty étaient des personnes africaines, d'origine africaine. Elles ont été victimes d'un racisme, d'un déferlement de racisme en ligne, mais également sur la place publique. Et cela a rappelé encore une fois que le racisme est bien présent et qu'il ne faut pas beaucoup, en fin de compte, pour que des gens, notamment certaines personnes blanches, eh bien,
euh, déverse ces mots et ces stéréotypes racistes, pardon. Et on dit très souvent que le Royaume-Uni est inclusif, que les personnes noires peuvent vivre facilement au Royaume-Uni, mais on a vu comment des personnes ont été écrasées pour un penalty. Et cela a réajusté le curseur pour bon nombre d'afro-descendants concernant le racisme au Royaume-Uni aussi. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je me dois de dire aux panélistes que nous avons organisé une petite expérience au cours des années 80, lorsque nous avons géré la question du racisme en Afrique du Sud. Et avec une délégation mondiale du Conseil œcuménique des Églises, nous avions visité des sanctions à plusieurs dirigeants. Et vous savez, dans la délégation, il y avait des personnes de blanches à noires. Et vous savez, les personnes de couleur devaient bien plus souvent montrer leurs papiers que les personnes blanches qui, bien souvent, n'avaient même pas à ouvrir la bouche pour passer des contrôles. Et à un moment, nous nous sommes dit que si les personnes noires ou les personnes de couleur étaient arrêtées à l'aéroport, eh bien, il fallait alors que les collègues blancs s'arrêtent également. Et donc, tout ça pour vous dire que, en effet, le racisme est profondément ancré dans la société. Alors, il nous reste encore 10 minutes pour l'échange questions-réponses et donc, j'aimerais vous demander à chacun de répondre à des questions. Vous allez avoir 1 minute chacun. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour mettre un terme au racisme dans ce monde? Vous avez 1 minute chacun et je propose que l'on commence par Reddy. Et bon, Namakula n'a pas encore parlé non plus, non? Namakula peut-être? Oui, c'est bien vrai, Docteur Chikan. Alors pourquoi est-ce que vous ne m'arrêtez pas? Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas? Mais c'est parce que cet échange est des plus intéressants, Docteur Chikani. Très bien. Alors, je tiens à souscrire aux propos de mes collègues sur ce point. Et donc, par rapport à cette question, eh bien, je pense qu'on doit de s'approprier la solution. On se doit de prendre les devants en tant qu'afro-descendants et il est important de chercher une solution d'où qu'on vienne. Vous savez, il y a plusieurs initiatives qui existent. Vous avez parlé bien entendu du forum du Conseil œcuménique des Églises, mais je tiens également à dire qu'on doit se défaire des narratifs désuètes liés à l'afrophobie. Je m'explique. Lorsque des Africains font discrimination à l'encontre d'autres Africains ou des afrodescendants à l'encontre d'autres afrodescendants, cela porte à croire que l'on demande à d'autres de faire quelque chose que nous-mêmes on ne sait pas faire. Et on présente donc une image négative et on engendre un retour de flamme et donc on ne peut être respecté. Et donc on doit faire attention au racisme inversé. Lorsque on a la possibilité d'être des leaders, on ne doit pas promouvoir cette idée selon laquelle, eh bien, on fait un pas de côté ou on fait de la discrimination nous-mêmes si on commence à tirer les ficelles. Voilà donc ce que je dirais. Très bien. Alors, 1 minute pour les autres panélistes.
Que faut-il faire pour mettre un terme au racisme? Alors, je vais peut-être commencer. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la précédente oratrice. Nous devons en effet nous approprier les narratives que nous souhaitons mettre en avant. Bien souvent, nous avons tendance à attendre. Très souvent, dans nos pays, des politiques sont développées ailleurs et ensuite elles sont adoptées. Mais vous savez, cela a des conséquences sur notre façon de voir les choses. Et donc je suis tout à fait d'accord, on doit s'approprier nos idées, on doit les mettre en avant, on a les connaissances, on sait ce qu'il faut et donc partant, on doit aller de l'avant et pousser ce changement auquel nous aspirons. Nous devons être des figures de proue dans ce changement. Et ce faisant, nous pourrons inviter d'autres à se joindre à nous pour changer la donne. Mais il ne faut pas que l'aide vienne d'ailleurs. Non, c'est nous qui devons nous aider, car nous avons nos expériences et nous savons où le changement doit s'opérer. Les changements doivent s'opérer. Et vous, Reddy, quid de la réponse des autorités au Royaume-Uni? Alors pour ce qui est du gouvernement, parfois il y a des réticences et nous, au sein du gouvernement britannique, nous avons pu constater qu'un rapport avait été réclamé pour se pencher sur les inégalités dans la société britannique. Et vous savez, quelques personnes noires de couleur politique droite qui ne voient pas le racisme comme étant du racisme ont échangé et il y a eu du whitewashing, disons-le, car ce rapport indiquait que les personnes noires au Royaume-Uni s'en sortaient bien mieux que n'importe quelle autre personne noire ailleurs dans le monde ou en Europe. Et vous savez, moi je veux qu'on dise la vérité, qu'on présente les réalités auxquelles sont confrontées les personnes noires au Royaume-Uni, le fait qu'il y a moins de possibilités. Car aujourd'hui, la culture britannique fait que le gouvernement essaye d'influencer les narratifs pour faire croire que la société britannique est des plus diverses et des plus inclusives. Et les discours sur le racisme seraient soi-disant désuet car on vivrait dans une société post-raciale et le gouvernement britannique, surtout les conservateurs, ont obtenu plusieurs postes émérites pour des députés d'origine asiatique ou noire pour mettre en avant le fait que soi-disant le racisme est quelque chose d'hier, du passé. Et donc, oui, la personne de couleur ne serait que de couleur par hasard si elle occupe tel ou tel poste. Or, en réalité, tout cela est orchestré par les conservateurs. Ici, cela démontre que nous, en tant que communauté, nous ne sommes pas unis, qu'il y a une absence de solidarité dans notre communauté. Vous savez, le terme africain est contesté. Il y a beaucoup de personnes afrodescendantes qui disent « je ne suis pas africain » ou même « je ne suis pas noir, ni même de couleur ». Et donc, il est important que dans ce pays, les personnes afrodescendantes reconnaissent que nous partageons un patrimoine et si ensemble nous nous serrions les coudes, si nous travaillons ensemble, nous pourrions changer la donne. Pour moi, il faut plus de fierté, plus de solidarité et plus d'unité. Mais aujourd'hui,
étant donné les forces des conservateurs, les forces réac, eh bien, la lutte est des plus complexes. Un tout grand merci. Alors, il y a une question dans le chat qui dit: comment répondez-vous aux personnes blanches qui disent, eh bien, oublions le passé et effaçons l'ardoise? J'ai beaucoup entendu cela en Afrique du Sud, même aux Nations Unies et ailleurs, mais bon, on reviendra aux Nations Unies d'ici peu. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais vous entendre. D'abord, vous, Catherine Namakula. Vous, que diriez-vous donc aux personnes qui posent cette question? Alors, merci beaucoup, Dr. Chikane. Alors, tout le monde sait que l'histoire est des plus importantes pour le présent et notre façon de voir le monde, et pour savoir également vers où nous allons demain. Alors, les personnes noires, au patrimoine noir ou les afrodescendants ont vécu des choses où leurs ancêtres ont vécu des choses qui ont eu des conséquences sur leur identité aujourd'hui. Et partant, il faut avoir un débat sur les réparations et on ne peut effacer l'ardoise. Il est important de se pencher sur le passé et faire quelque chose pour corriger les injustices du passé. Si nous voulons avoir un meilleur présent et si nous voulons nous réorienter pour un avenir meilleur pour l'ensemble de l'humanité, c'est une condition sine qua non. Ensuite, par rapport aux désavantages financiers, l'exclusion. Lorsqu'on parle d'esclavage, eh bien, personne ne paye un esclave. Et là, il y a un lien intrinsèque. Et vous savez, si on ne fait pas quelque chose de façon délibérée pour corriger le tir, pour avoir une rupture, un changement radical, eh bien, alors, il y a fort à parier que les choses prennent trop longtemps et qu'on ne verra pas de changement au cours de nos vies. Ensuite, dans le Moyen-Orient, par exemple, au Moyen-Orient, l'histoire et le présent s'entremêlent car il y a toujours une forme d'esclavage là-bas. Et donc, on se demande si cette histoire permet de tirer des leçons si on continue comme en 40. Moi, je pense qu'il faut regarder la réalité en face et se pencher sur le passé également. Merci beaucoup à vous. Y a-t-il d'autres panélistes qui souhaitent prendre la parole pour un petit commentaire sur ce point? Alors, j'imagine que certains blancs voudraient qu'on oublie le passé, mais ce n'est pas possible. Car le passé fait le présent, et le présent est un produit du passé. Et la précédente oratrice a tout à fait raison par rapport à ce qu'elle a dit sur l'esclavage. C'est l'esclavagisme transatlantique qui a fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et bon nombre de Noirs ont été désavantagés et le Royaume-Uni, où j'habite, a grandement profité de cela. Et vous savez, si le passé et le présent sont liés aujourd'hui, et si vous allez à Bristol, par exemple, eh bien, vous verrez qu'il y a une partie de cette ville où des Noirs habitent et où il y a des descendants d'Africains qui avaient été réduits à l'esclavagisme et qui avaient vécu aux Caraïbes, et ces afro-descendants vivent dans les parties les plus pauvres de la ville. Historiquement parlant, ceux qui ont été marchands, qui possédaient les plantations, etc., eh bien, vivent dans un autre quartier de la ville. Et les descendants vivent toujours dans le même quartier, en haut, sur la colline,
et ils ont vu sur les quartiers des Noirs, hein, des quartiers plus pauvres et sous-développés. Et donc, ce qu'on voit là, eh bien, c'est une corrélation directe entre le passé et ce qui se passe aujourd'hui. Et si nous voulons créer un meilleur futur, il va falloir résoudre cette question. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le débat sur les réparations, sur l'éducation doit avoir lieu. Pour moi, c'est une question de justice, parce qu'une injustice a été commise sur les Noirs de façon historique. Alors, si on veut parler de réparation, si on veut parler de réconciliation, eh bien, on doit prendre cette route, cette voie de la justice. Il faut que les gens reconnaissent le fait qu'ils sont là où ils sont à cause de l'histoire. Et donc, il faut être prêt à dire la vérité, raconter la vraie histoire. Alors, c'est douloureux pour les Noirs, c'est douloureux pour les Blancs, comme nous le savons tous. Euh, il faut saisir l'espoir, il faut de façon collective se rassembler pour dire la vérité, raconter la vraie histoire et saisir le pouvoir. Khadija, j'aimerais ajouter que le passé n'est pas aussi loin que cela dans le passé. Par exemple, mes parents au Malawi sont nés dans une ville de colonisation. Donc, ils l'ont vu lorsqu'ils grandissaient et j'habite dans une ville ici où les plus anciens ont des souvenirs de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents qui ont vécu dans les temps de l'esclavage. Et donc, le passé, finalement, n'est pas aussi loin que cela dans le passé. Il y a parmi nous des personnes qui l'ont vécu. Et je pense que une des difficultés, c'est que nous vivons dans un temps où soit on parle de l'esclavage dans le passé ou dans le présent, mais on ne parle pas des deux. Et c'est ce qui aide à lutter contre le déni parce que il faut choisir. Alors maintenant, il faut avancer parce qu'il y a d'autres questions. Bien sûr, on peut traiter d'autres questions, on peut parler d'autres questions sans nécessairement être dans le déni de ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais maintenant passer à la session suivante, mais je voudrais dire aux participants qu'il y a une autre question qui est la suivante. Les ONG qui financent les communautés pauvres et qui utilisent des petits-enfants noirs et ainsi contribuent à l'antiracisme et la lutte contre la drophobie. Elles ont de bonnes intentions, mais elles utilisent ces petits-enfants pour lever des fonds, pour collecter des fonds. Et cela pourrait renforcer le racisme. Est-ce que les panélistes pourraient, en une minute, nous dire ce qu'ils pensent de cela, car nous n'avons pas vraiment de temps. J'aimerais commencer. Oui, ce que l'on voit au Royaume-Uni, et je travaille pour une ONG moi-même, c'est de la publicité, des annonces publicitaires qui parlent de sanctuaires animaux et ils montrent des animaux qui sont blessés, qui ne peuvent pas marcher, qui subissent des violences. Et ceci est censé toucher la corde sensible des Britanniques qui regardent ces annonces. Et la même annonce, la même méthodologie est utilisée pour les enfants. On voit un petit enfant noir avec un gros ventre et on voit une main blanche qui nourrit cet enfant. Et cela perpétue la croyance que les Africains ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Et donc, c'est
la croyance que l'Afrique, les Africains attendent l'aide des Blancs. Et donc, les personnes qui regardent ces annonces, surtout les Blancs, disent « Oh, ces pauvres Africains, si on ne les aide pas, personne ne va les aider ». Et ce qui est inquiétant, c'est le fait que la même méthode est utilisée pour les Africains, les petits Africains, qu'ils utilisent pour des animaux, comme si les Africains étaient des animaux. Et c'est vraiment perturbant. Et bien sûr, les ONG censées n'utilisent pas cette approche, mais ça fonctionne. Montrer un petit enfant noir avec un gros estomac, avec des lobes oculaires protubérants, les gens sont sensibles à cela et c'est vraiment pathétique. Andy, vous voulez bien répondre? Alors, le docteur Lamakula commençait à parler, je crois. Il avait déjà pris la parole. Oui, Namakula. Oui, je voulais simplement dire que c'est exactement ce qui se passe dans la narration. Les problèmes viennent d'un certain groupe de personnes et les solutions viennent d'un groupe différent de personnes. Si vous regardez un grand nombre d'annonces faites par certaines nations en Europe et en Amérique, eh bien, on voit des images, des vidéos, des documentaires d'animaux. On peut faire des safaris. On peut voir des animaux vraiment féroces en Afrique, plutôt que de montrer la belle culture des Africains. Et c'est vraiment quelque chose de triste, de malheureux. Alors, je pense qu'il est également important de bien faire comprendre aux gens qu'il y a une histoire derrière tout cela. Certains érudits disent que les pays africains luttaient pour être libérés de la colonisation et qu'il y avait des famines dans certaines régions du Nigeria, par exemple. Et ceci a été une opportunité pour reconstruire cette idée que les Africains dépendent de l'aide extérieure. Et c'est quelque chose qui a été créé, disons, pour renforcer cette image. Les personnes qui veulent se gouverner, mais qui ne peuvent pas s'alimenter toutes seules. Voilà, c'est la croyance. Et c'est devenu normalisé en quelque sorte. Mais donc, il y a un historique, il y a une explication derrière cela. Merci beaucoup, madame. Il y a une note dans le chat qui parle du rôle des stéréotypes raciaux négatifs et je pense qu'il serait très intéressant d'en parler. Nous allons passer au segment suivant maintenant et j'aimerais vous dire que nous avons vu des illustrations de l'esclavage transatlantique, du commerce des esclaves et ce que cela veut dire pour toutes les personnes d'origine africaine. Si vous regardez sur Google, vous verrez des cartes où les Américains, les Africains ont été déplacés de l'Europe en Amérique. Ceci est utilisé pour expliquer les cycles de déplacement où l'Afrique s'est dépeuplée, s'est appauvrie, a été colonisée et ensuite a contribué à construire la richesse de l'Europe. Et quand on en est là, eh bien, on peut dire qu'il s'agit d'assistance aux victimes plutôt que de réparation. Et ça, c'est un thème qu'on devrait approfondir. La session suivante consiste en deux questions tout à fait pertinentes. Premièrement,
l'Union africaine et la deuxième question est le Forum africain pour les afrodescendants. Première question de l'Union africaine. Nous avions le WCC a invité l'Union africaine, a demandé à l'Union africaine d'envoyer quelqu'un qui soit expert de cette question au sein de l'Union africaine. Ils n'ont pu envoyer personne car ils sont très occupés par une conférence importante en ce moment. Mais l'Union africaine a pris une décision au moment où j'étais dans le gouvernement pour dire que l'Afrique sans la diaspora n'est pas complète. Et sur les 5 régions, il y a une 6e région qui doit prévoir la participation des personnes d'origine africaine pour participer au développement de l'Afrique, à l'agenda, au programme concernant le développement de l'Afrique. Et ils ont mis cela dans la Constitution. Et donc, j'aimerais entendre vos réactions à ce sujet. Que pensez-vous de cela et comment est-ce que cela peut être rendu effectif? Et je commence donc par Catherine Namakula. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai saisi cette occasion pour lire sur cette région et je trouve qu'il est impressionnant que l'Union africaine reconnaisse que les Africains et les Afro-descendants de la diaspora ont une contribution à faire au continent, au développement du continent. Et il y a cette initiative qui a en fait une division qui est chargée de l'aspect administratif de cette problématique. Mais ma préoccupation, et celui de tout le monde, je pense, est que l'inclusion de cette initiative, il y a beaucoup d'afro-descendants, des descendants d'esclaves, d'anciens esclaves en Amérique, ne sont pas inclus dans cette initiative. Et je me demande quelles sont les structures existantes dans le pouvoir, dans ce qui est considéré comme étant la 6e région. Par exemple, si on regarde les 5 autres régions, elles ont un leadership, elles sont solides et coopèrent entre elles. Donc, que se passe-t-il avec cette 6e région pour la diaspora? Et Monsieur le Président, concernant la conceptualisation de cette région, cela m'interpelle parce que pour revenir à la narration dont on parlait, au récit, on parle des valeurs qui viennent de la diaspora et pour aller vers l'Afrique. Mais ça ne tient pas compte de ce que l'Union africaine ou l'Afrique peut faire pour contribuer au bien-être des afrodescendants de la diaspora. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Dans de nombreuses villes d'Europe, on voit des centres culturels français et on pourrait imaginer comment l'Afrique peut contribuer au bien-être de la vie des Africains qui habitent à l'étranger et d'autres personnes également. Nos collègues de l'Europe et d'Amérique doivent être libérés de ce discours négatif. Nous avons beaucoup de travail à faire en matière de sensibilisation. Il faut faire connaître notre culture aux gens. Par exemple, il y a des Africains de différentes cultures, comment ils élèvent leurs enfants, et surtout quand ils sont séparés d'eux. Et donc, il faut aller dans les communautés, il faut mettre en place des centres culturels, parler de la culture africaine et être positif, faire connaître cette culture aux nouvelles générations. Tout ce qui a une certaine valeur doit être utilisé pour augmenter notre valeur et le respect qui nous est dû. Et on doit réfléchir au comment
renforcer la présence africaine dans les communautés là où elles sont, en ajoutant de la valeur et en garantissant la reconnaissance des personnes que nous sommes. Merci beaucoup. Ceci est un sujet vraiment très intéressant et je vous remercie de la perspective du point de vue que vous avez présenté. Soko de Jong, vous avez la parole. J'aimerais me faire l'écho de ce qui vient d'être dit par l'intervenante précédente d'un point de vue de la culture noire, les 6 régions. Eh bien, cela ajoute beaucoup à ce qui a été dit déjà dans les années 20, dans les années 30, l'Afrique pour les Africains, les Africains pour les Africains de l'étranger également. Beaucoup de personnes en Grande-Bretagne pourraient approuver ceci. Je crois que des initiatives antérieures comme celle-ci ne sont connues que par les groupes panafricains. Les groupes panafricains en sont conscients et s'impliquent, mais les communautés noires, dans l'ensemble, beaucoup ne connaissent pas ces initiatives. Et ce qu'ils savent, en fait, c'est le fait que certains pays africains, comme le Ghana, ont bien accueilli des Africains, des Noirs, pour qu'ils reviennent vivre dans ce pays. Le mouvement Rastafari également de la Jamaïque, les Noirs de la diaspora en connexion avec l'Égypte. Donc, généralement parlant, comment ça fonctionne? Eh bien, pour la population dans son ensemble, eh bien, il n'y a pas eu d'impact sur les gens. On doit faire davantage pour promouvoir ces initiatives, pour les faire connaître, surtout en Grande-Bretagne. Mais ça va encore plus loin, c'est plus profond que cela. Ce que l'on veut voir de l'Union africaine, en fait, c'est qu'elle nous soutiennent, de nous montrer qu'ils sont inquiets, qu'ils se préoccupent des Africains qui vivent en Grande-Bretagne et qu'ils entendent parler des atrocités qui sont commises sur les Africains et qu'ils s'expriment contre ces atrocités, qu'ils nous représentent pour montrer qu'ils sont préoccupés, qu'ils s'inquiètent de nous. Si un Africain a des difficultés en Grande-Bretagne, en Europe, en Amérique, il faut que l'Union africaine nous représente. Et il faut que cela se fasse. Andy Sokodio? Oui, effectivement, c'est une initiative qui est bienvenue et comme d'autres l'ont dit d'ailleurs, je pense que ce serait une bonne chose de voir davantage d'impacts sociopolitiques et socio-économiques. Personnellement, lorsque je regarde des films comme La Panthère noire, par exemple, je ne peux que désirer la mise en place de structures dans la vie réelle qui puissent aider les Africains à réussir partout, où qu'ils soient. Il y a des Africains ou des demandeurs d'asile africains qui sont sans domicile, qui sont apatrides, qui sont volés, à qui on vole tout aux frontières. On voit ces choses-là se passer et il faudrait qu'il y ait une approche, une volonté socio-politique, économique et que tout cela ait des impacts sur les ascendants, que cela les aide dans les difficultés qu'ils rencontrent. Merci beaucoup. Je trouve cette question très intéressante. Je dois dire que au début, je n'ai pas donné beaucoup d'informations sur sur ce que fait l'Afrique pour les conférences que nous projetons et ce que cela veut dire pour nos conférences en particulier, pour la planification de notre conférence. Nous sommes assurés qu'il y avait des panélistes de toutes les régions représentées ici. Alors, je crois que
Le micro du président était éteint à l'instant. Et donc, dans notre interaction avec les personnes du Brésil, de la Colombie, de l'Europe, d'Amérique du Nord, de l'Amérique latine également, des Caraïbes, nous n'avons pas suffisamment fait de travail avec l'Asie et l'Indonésie, par exemple. Et il est clair, et Namakoyo, vous avez raison, il est vraiment clair qu'il y a un malentendu, une mauvaise compréhension, à savoir que que tout le monde blanc aide les Africains à se développer. Et nous avons des frères, des sœurs en Amérique du Nord et ailleurs qui sont la classe privilégiée des, mais il y a des Afro-Américains qui vivent dans des conditions très difficiles. Et le sommet de CARICOM et de l'Union européenne, qui a été tenu récemment, a traité certaines de ces questions. Et il faut aller aux Caraïbes, vraiment, pour comprendre les difficultés qu'ils rencontrent là-bas. Et ce que j'entends des différents panélistes est que nous devons agir en partenariat plutôt que de considérer ces 6 régions comme étant la seule façon de développer le continent africain. Ça doit nous aider tous. Nous espérons pouvoir mettre en place un réseau d'Africains et de personnes d'origine africaine, un réseau qui nous permette à travailler tous ensemble dans toute l'Union africaine et que cet organisme soit représenté dans nos conférences. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat des participants. Je vois qu'il y a une question sur les stéréotypes d'Africains des Africains et de l'Afrique comme quelque chose qui affecte le potentiel de la diaspora africaine et que l'Afrique n'est plus leur maison, leur pays. Pouvons-nous entendre la réaction des panélistes à ce sujet? Alors, il faudrait que ce soit véritablement 1 minute et pas plus afin que nous puissions consacrer un peu de temps au prochain segment de ce webinaire. Alors, en 30 secondes, je dirais que toutes les personnes désirent s'améliorer. Si quelqu'un ou quelque chose est affaibli, une narration négative lui est attribuée, à ce moment-là, cette personne n'est plus attrayante. C'est aussi simple que cela. Les histoires que l'on entend de l'Afrique et des Africains ne rendent pas les personnes désireuses de se rapprocher de ce type d'identité. Oui, écoutons les autres panélistes. Au Royaume-Uni, quelqu'un m'a envoyé une carte du continent de l'Afrique et sur cette carte, on voyait les pays, les ressources naturelles du continent, les diamants, le pétrole et autres. Et donc, il y a cette reconnaissance qu'il y a des ressources en Afrique, mais ça ne doit pas rester entre les mains des Africains pour eux, et c'est là la difficulté. Et ils considèrent l'Afrique comme l'endroit où ils peuvent trouver, où ils peuvent utiliser des ressources. Mais en tant qu'Africains, les Africains n'ont pas de valeur, et cela à leurs yeux, et cela doit changer. Je pourrais ajouter que cela fait partie de cette longue histoire de rupture
les Africains vivant en Afrique et les Africains de la diaspora, s'ils ne se parlent pas, ça rend tout plus facile. Alors, le travail nous incombe, nous, les Africains, qu'on soit en Afrique ou qu'on soit dans la diaspora. Il nous faut nous approprier ce récit, raconter les différentes histoires et éviter ce danger dont on parle. Alors, je dois dire que cette question est bienvenue parce qu'elle est très utile. Voilà pourquoi, en l'an 2000, lorsque j'étais encore au gouvernement, j'ai démarré ce mouvement de la Renaissance africaine qui a donné lieu à des mécanismes de révision et enfin de toutes ces questions pour justement affronter la réalité du continent africain et pour changer les conditions de vie. Et je suis heureux de voir que la jeune génération reprend toutes ces questions. Et nous devrions pouvoir travailler tous ensemble, les Africains du continent et ceux qui sont dans la diaspora, afin de nous aider mutuellement les uns les autres et de travailler ensemble afin de changer notre destinée, afin que le monde ne nous voit plus comme une population associée à la pauvreté. On ne doit plus dépendre de ceux qui nous ont opprimés. Il faut que la force vienne de nous-mêmes, le changement vienne de nous-mêmes, afin que nous puissions appréhender toutes ces problématiques. J'aimerais maintenant que l'on aborde le segment suivant qui va traiter du Forum permanent des Nations Unies pour les Afro-descendants. Comme vous le savez, il y a eu une conférence anti-racisme des Nations Unies qui a été tenue en Afrique en 2001, il y a 20 ans déjà. Le 20e anniversaire vient d'être célébré maintenant au mois de septembre aux Nations Unies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une résistance des pays occidentaux, quelques 14 pays occidentaux, qui étaient opposés à la déclaration qu'on appelle la déclaration de Durban. Et dans ce document, il s'agit de racisme, en fait, parce que les pays étaient opposés et il s'agit de ce qui est arrivé aux personnes d'origine africaine et à ce qui devait être fait. Et ceci a été fait aux Nations Unies. Il y a eu une résistance à ce forum. Et le 20e anniversaire était il y a 2 semaines et il a été boycotté par les pays occidentaux les plus importants. Donc j'aimerais entendre votre réaction à ce sujet sur le rôle des Nations Unies dans la résolution de cette question du racisme et sur le forum permanent des personnes d'origine africaine. Les Nations Unies ont déclaré la décennie des personnes d'origine africaine pour 2024 et nous sommes encore, jusqu'en 2024, et nous sommes encore dans cette décennie. Je donne maintenant la parole à la docteure Catherine Namakula tout d'abord, ensuite Richard Reddy et Tandy Sokodio. Thank you, Chairperson. I think this is one of the milestones of the decade of people of African descent, especially at the level of the United Nations. Alors, au niveau des Nations Unies, eh bien, il y a eu 10 années de travail et puis finalement, maintenant, nous avons un organe permanent, un mécanisme permanent qui est chargé tout particulièrement de ces questions concernant les personnes d'origine africaine. Et ceci complète le travail que nous faisons également
gouvernement euh, one of the positions we are making is nous-mêmes. that we Et need all nous resources avons in Ghana. We besoin need de more toutes mechanisms les in ressources, order de to tous les deal with mécanismes this possibles systemic afin problem de that has prevailed for a appréhender very ce long problème time. So we are not looking at systémique the duplication qui of functions, but we are prévaut looking depuis at it longtemps. as Ce que further nous reinforcement considérons and further ceci commitment comme from the United un Nations engagement to supplémentaire address des these Nations issues. Unies dans And ces Chairperson, I would questions. like to draw attention to the composition of this body Et ici, je tiens à attirer votre attention sur la composition de cet organe. Nous avons 10 membres et 5 pourraient être des nominés des autorités. Les gouvernements seraient donc représentés et l'un des défis sera donc les mécanismes indépendants et le fait est que nous sommes esselés, mais le fait d'avoir des représentants des gouvernements qui effectuent une certaine introspection sur cette thématique du racisme eux-mêmes et qui s'engagent, c'est à saluer. Ensuite, il est important de travailler avec des instruments contraignants d'un point de vue juridique sur la promotion et le respect plein et entier des droits des personnes afrodescendantes. Et vous savez, d'aucuns ont entrepris les premières démarches pour avoir un instrument, une convention peut-être à cet égard, et espérons qu'on y arrivera pour les personnes afrodescendantes. Ensuite, d'un point de vue pratico-pratique, ces mécanismes seront ouverts à la participation des parties prenantes à tout niveau. Et cela inclut des mécanismes internationaux, des organismes gouvernementaux, les instituts pour le respect des droits humains, les organisations de terrain et la société civile comme vous. Et donc, on espère que le débat va s'enrichir et s'ouvrir également. On parle d'un mécanisme consultatif et donc il devrait faire écho aux problématiques auxquelles les gens sont confrontés. Et donc nous demandons à toutes et tous de soutenir le forum permanent. Le mandat est très vaste, pratico-pratique et aura pour but également de consolider les acquis de la décennie qui s'achèvera en 2024. Et voilà donc pour ce qui est des perspectives d'avenir, on voudra de la programmatique, du concret et aller dans le détail. Nous nous félicitons du fait que les choses se concrétisent aux Nations Unies et nous espérons que le public soutiendra ce forum pour pleinement arriver aux objectifs établis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir parlé des possibilités offertes par ce forum. Est-ce qu'on peut passer à Reddy et ensuite à Soko de Jong? Oui, bien sûr. Et vous savez, lorsque je pense à ce forum permanent, je repense à Malcolm X qui, dans les 60, en 64-65, juste avant sa mort, voulait présenter justement la violation des droits humains des afrodescendants en Afrique aux Nations Unies. Et donc je pense que cette initiative est à saluer. Alors ensuite, mon inquiétude est liée aux impacts concrets que tout cela pourra avoir sur le quotidien des afrodescendants au Royaume-Uni. Car nous avons cette décennie-là maintenant, oui, cette décennie internationale pour les afrodescendants. Et si je devais aller à une réunion de Noirs et de leur parler de cela, eh bien la plupart ne sauraient pas que cela existe. Alors certains, oui, connaîtraient cela, mais ce seraient des cas isolés, des personnes impliquées dans les actions pan-africaines, mais l'afrodescendant lambda n'a pas cette information qui percole jusqu'à lui. Et donc, les Nations Unies doivent utiliser leur levier, leur système de communication pour s'assurer du fait que cette initiative bien concrète arrivera
aux bases, pour que l'on connaisse la teneur des échanges, pour que l'on puisse porter notre pierre à l'édifice, le cas échéant, et puis pour que nous sachions aussi ce qui se fait dans ce programme avec cette initiative. Dans le cas contraire, eh bien, cette initiative n'aura que peu de sens et il ne sera qu'un instrument dont l'ONU aura accouché mais qui n'aura pas de conséquences sur le terrain. Alors ce forum est une lueur d'espoir en effet, car de par le passé, les Nations Unies ont été claires et ont formulé des recommandations sur le racisme. Mais il a toujours appartenu aux membres des Nations Unies d'agir sur ces recommandations. Nous avons déjà parlé du profilage racial et de Saint-Nicolas et Père-Fouettard. Ici aux Pays-Bas, ces éléments ont déjà été reconnus comme étant racistes par les Nations Unies. Mais le fait est que cela n'a pas changé grand-chose. Espérons donc que ce forum permettra d'accroître la visibilité sur les thématiques que nous abordons et qu'il pourra promouvoir la reddition des comptes de la part des différents États membres pour qu'ils puissent agir et aborder ces thématiques. Il est évident que l'on se réjouit à l'idée d'aller de l'avant sur ce point pour plus de solidarité avec les gens sur le terrain. Et oui, ce type de forum en ce sens peut donc aider. Alors une question pour les panélistes. Et 1 minute par panéliste donc sur cette question. Que peut-on faire à votre avis pour que ce forum soit efficace? Pour les afrodescendants et les personnes africaines sur le continent africain, donc. Vous pouvez vous jeter à l'eau, allez-y. Eh bien, commençons donc par le docteur Namakula. Docteur, que peut-on faire? Vous avez donc été très positif jusqu'à présent. Comment peut-on être efficace? Alors, Monsieur le Président, à vrai dire, j'étais en train de passer au crible le mandat du forum. Et il y a des éléments très intéressants, notamment par rapport à la contribution pleine et entière de l'inclusion économique, sociale dans la société dans laquelle ils vivent. Et il y a également la question du partage des informations par les Nations Unies sur des thématiques liées aux thématiques qui touchent les afrodescendants. Il y a également beaucoup d'autres points, notamment la coordination des programmes qui ont pour but de renforcer le développement socio-économique des communautés afrodescendantes. Notre contribution à ce forum sera donc de s'assurer du fait qu'il répond à ce mandat. Et donc, c'est un forum pour des afrodescendants, je le rappelle. Et donc, nous ferons partie intégrante du succès auquel nous aspirons. Et donc, partageons des informations. Répondons à ce défi de partager les narratives, de contribuer autant que faire se peut à ce forum. Mettons du pain sur la planche des acteurs, assurons-nous du fait que nous sommes opportuns et enfin assurons-nous de respecter les limites établies et mettons en avant la vérité, les vérités qu'il y a dans nos communautés. Car il est important que ces thématiques qui nous touchent au jour le jour soient abordées à ce niveau. Ce forum devra donc agir de façon éclairée et pour ce faire, il devra être à l'écoute, mais il devra également être saisi au quotidien par les afrodescendants qui devront partager activement leurs informations pour arriver à une initiative couronnée de succès. Très bien, écoutons les autres.
Alors, je tiens à souscrire pleinement aux propos de l'oratrice qui m'a précédé dans l'usage de la parole. En effet, il faut une entité à laquelle les différents acteurs peuvent s'identifier, une entité qui intéresse les citoyens, une entité qui partage ce qu'elle fait. Ce qu'on veut éviter en tout cas, c'est de belles paroles creuses. Vous savez, ces discours bien pensants, mais quelque part tout à fait déconnectés, par exemple, du quotidien des afrodescendants au Royaume-Uni. Bien souvent, au Royaume-Uni, on entend des discours, oui, mais on se dit que ça ne va pas changer la donne des afrodescendants. Je vous parle là de gens qui, in fine, sont victimes au quotidien de discrimination et de racisme dans des politiques publiques. Et donc, je ne sais pas si le forum pourra changer la donne, mais si par exemple le forum accouche d'un rapport qui indique que, par exemple, dans le domaine de l'emploi, eh bien, les gens au Royaume-Uni subissent des désavantages, eh bien, il faut qu'ensuite le forum agisse en conséquence. Un rapport, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir ensuite saisir les autorités. Et comment dire je pense que des actions de plaidoyer, des campagnes devraient en conséquence voir le jour pour en effet se faire le porte-voix de ces situations au Royaume-Uni ou ailleurs. Il faut que les Nations Unies entendent parler de ces problèmes auxquels sont confrontées les personnes noires pour en effet changer la donne au quotidien. Bien. Alors, je pense qu'en effet, l'engagement est nécessaire. Il faut un engagement pour que justement, sur la place publique, on ne puisse pas ignorer ce qui se passe. Il faut partager les informations. Il faut également citer les propos tenus dans nos différentes déclarations, les différents rapports. Il faut tout cela pour plus de visibilité. Vous savez, de mon expérience, eh bien, lorsque je compare, par exemple, l'intervention des Nations Unies au Malawi, eh bien, alors là, ça fait la une, on en parle partout. Mais ici, quelque part, eh bien, si les Nations Unies décident d'agir, eh bien, c'est vu comme quelque chose de secondaire, une recommandation, voilà, qu'on peut écouter éventuellement. Et donc, pour nous qui sommes habitués à ces travaux, eh bien, on va devoir agir pour partager des informations pour que plus de personnes sachent ce qui se passe, sachent ce qui se fait, et pour que les mandats soient clairement définis. Et plus les gens seront au fait de tout cela, plus l'on pourra changer la donne et aider concrètement. Alors, dans le cadre des questions-réponses, j'ai une question. Vous savez, c'est une chose pour les afrodescendants et les Africains d'être au sein d'un forum et de travailler ensemble. Mais si les principaux pays ensuite boycottent cette initiative ou votent contre des résolutions présentées aux Nations Unies, comme celle par exemple sur l'action globale contre le racisme et la discrimination. Alors, vous savez, un pays sur 6 avait voté 8. Alors, il y en a 14 qui avaient dit non. Et pour ce qui est des abstentions, on en avait eu 34 si je me souviens bien, parce que je me perds un peu avec les chiffres. Et 29 non-votes. Et ceux qui ont voté contre, ce sont les principaux pays, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, Israël, France, Allemagne, et bon nombre des pays européens. Et ensuite, certains se sont abstenus. Alors, je voudrais vous entendre. Comment peut-on créer ce pont pour que ces principaux pays jouent un rôle actif ? Car dans le cas contraire, eh bien, on ne sera pas en mesure d'aborder le racisme
Et ils n'accepteront pas le fait que le racisme est influent en ce monde. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus et ensuite on prendra d'autres questions dans le chat. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'il est important de noter que ce forum découle d'une résolution de l'Assemblée générale et donc ces principaux pays ont été impliqués et ont accepté et se sont engagés clairement également sur le fait qu'ils allaient œuvrer en vue de promouvoir cet instrument contraignant qui gère la promotion et le respect plein et entier des personnes afrodescendantes. Et donc, je pense que nos voix ont été entendues et pour nous, il y a eu cette lutte, mais aujourd'hui, on voit que nous sommes passés de la lutte pour l'exclusion à la lutte pour le dialogue. Et donc, nous sommes autour de cette table et nous espérons que ce forum permanent permettra en effet d'aller de l'avant. Et les représentants des autorités seront là et viendront aussi de ces gouvernements que vous avez mentionnés. Et puis, ils seront là aussi pour partager les bonnes pratiques. Et donc, ce n'est pas l'organe des afrodescendants, mais c'est l'organe de la communauté internationale qui essaye de rassembler les gens pour délibérer, parler et voir comment aborder ce fléau qui a été reconnu comme un problème des plus sérieux. Vous savez, plusieurs racismes ont déjà vu le jour, plusieurs initiatives sur le racisme ont déjà vu le jour, et aujourd'hui, nos opinions sont de plus en plus entendues et de plus en plus acceptées, et donc ces pays revoient leur copie aussi, et le fait qu'ils soient là autour de la table de la négociation, c'est important, et donc nous devrons nous retrouver autour de cette table car ils seront là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'accord. Entendons maintenant les autres panélistes. I think that one of the consequences from the tragic murder of George Floyd last year. Alors, je pense que le meurtre de George Floyd a permis de reconnaître aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs que le racisme existait bel et bien. Alors la question est de savoir comment on gère cela au niveau gouvernemental. Ça, c'est la question à un million. Je pense que s'il y a des réticences de la part de certaines autorités, ce que l'on peut faire, eh bien, c'est peut-être voir avec l'UA et la solidarité entre les Africains. Il est important de trouver des mécanismes pour influencer les gouvernements. Et la première chose qu'il va falloir faire, c'est s'assurer du fait que les gens sont bel et bien conscients du fait que de par le passé, le gouvernement a répondu de certaines façons, car bien souvent, les gens ne sont pas trop conscients de ce qui se passe. Et donc, il est important de partager les informations avec plus de personnes et ensuite de coordonner une réponse collective qui permette, vous savez, à la diaspora noire d'aller de l'avant à la rencontre des autorités, de demander « Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça ou ça ?» pour qu'il y ait cette reddition des comptes. Si un pays est engagé dans l'éradication du racisme, alors comment compte-t-il le faire? Quelles sont les mesures envisagées, etc., pour arriver à un changement? Et vous savez, de par le passé, on n'a pas fait suffisamment là-dessus. D'accord, très bien, merci. Alors, la mobilisation est toujours très importante sur le terrain.
Et le forum ne remplacera pas ce besoin. Et oui, si les gens savent qu'il y a un soutien, c'est très important. Mais le forum ne remplacera pas le travail de terrain. Je pense qu'il faut juste un soutien utile et aux Pays-Bas, nous avons plusieurs groupes qui sont toujours très occupés, qui travaillent d'arrache-pied, mais c'est très compliqué pour eux parce que nous avons la droite, voire l'extrême droite qui est là. Et donc, si ce forum peut avoir un impact, en tant que structure qui partage des informations, eh bien, alors cela sera très utile aussi. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, il va falloir réfléchir à comment on peut s'assurer du fait que non seulement les privilégiés ont accès aux informations, mais que toutes les personnes afrodescendantes connaissent ce forum pour qu'il soit utilisé au mieux. Alors, il y a une toute dernière question dans le chat. J'aimerais qu'on l'aborde. Est-ce que ce forum a le pouvoir de faire face aux grandes notations, surtout lorsqu'on sait que les personnes afrodescendantes sont victimes de discrimination? Alors, si les panélistes ont des informations sur ce point, je pense que cela pourrait être très utile. Alors, je vous en prie. Alors, ce forum but it falls within the structures of the United Nations, and it has an advisory mandate to the Human Rights Council, un mandat and falls within the structures up to the General et Assembly. So it is the states donc themselves ce sont les États taking it upon themselves, eux-mêmes obliging themselves. qui auront des obligations. D'accord, j'entends. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose sur ce point? Donc, ce sont les États qui s'obligent eux-mêmes. Je tiens à profiter de cette occasion. Je tiens à remercier les panélistes. Merci pour ce partage. Merci pour toutes les questions des participants aussi. Merci du fond du cœur. Je pense que tout cela sera partagé avec la conférence qui devrait avoir lieu le 23, si je ne me trompe, et le lien va être partagé avec vous dans un instant. Et la question du racisme et de l'afrophobie et cette question sera donc très importante et la question du forum permanent onusien sera très importante pour nous aussi. Et les personnes de l'UE et des Nations Unies participeront à ces échanges. Nous espérons que la conférence, cette conférence unique
permettra de collaborer à l'échelle mondiale pour faire face à ces défis auxquels les afrodescendants sont confrontés. Maintenant, je vais inviter notre frère Masiwa à prendre la parole pour les conclusions. Et ensuite, nous demanderons au docteur Jorongwe de procéder à la conclusion, si disponible. Masiwa, oui, merci beaucoup, docteur Chikane. Merci beaucoup, chers membres du panel. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, d'avoir dirigé ces échanges, nous ayant permis d'apprendre et d'effectuer une introspective sur le racisme et l'afrophobie. Je tiens à mettre en avant quelques points que je retiendrai de cet échange des plus enrichissants que nous venons d'avoir. Les Africains et les Afrodescendants subissent le racisme en étant traités différemment d'autres dans des situations similaires. Cela étant dit, ils subissent également le racisme en étant traités de façon similaire à d'autres dans des situations similaires, sans tenir compte du fait qu'ils ont été désavantagés pendant des siècles. Et ça, c'est une leçon à retenir, parce que parfois l'égalité sans l'équité peut être un outil pour faire perdurer le racisme. J'ai beaucoup appris grâce à cet échange. Et je pense qu'il nous aidera à réfléchir davantage, parce que parfois être traité de façon égale et sans équité, eh bien, in fine, cela peut faire perdurer nos désavantages. Ensuite, le manque d'unité au sein d'Africains et des Afrodescendantes est un point des plus importants où une introspective est nécessaire, chers frères et sœurs. Nous devons faire plus pour créer ces plateformes et créer cette unicité qui fait que nous sommes un peuple s'exprimant d'une voix. Car si nous ne sommes point unis, eh bien, nous continuerons non seulement d'être victimes des autres, mais aussi victimes de nous-mêmes. Ensuite, pour ce qui est des afrodescendants et des Africains, le passé est le présent. Et ils menacent d'être l'avenir. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à s'assurer du fait que le passé qui entache notre présent ne deviendra pas l'avenir de nos enfants. Cet échange a été des plus stimulants et éclaircissants auxquels nous ayons participé. Beaucoup de choses se déroulent. L'UA, l'UE, les Nations Unies agissent, des mécanismes voient le jour, mais ils doivent aujourd'hui être utilisés. En outre, j'entends que toutes et tous, où qu'on l'on soit dans la vie, eh bien, nous sommes invités à apporter notre pierre à l'édifice et à utiliser ces mécanismes émanant de l'Union africaine, des Nations unies ou d'ailleurs pour que nous puissions réellement commencer à nous informer des actions possibles et pour que nous puissions améliorer notre quotidien. Alors, on a attiré mon attention sur le fait que le révérend Dr Yambura n'était pas disponible étant donné une mission urgente, mais nous avons néanmoins cette prière qu'on m'a demandé de vous lire. Et donc, ce n'est qu'aujourd'hui que je vais faire la messe. Et le docteur Chikane se moque de moi. Mais c'est une opportunité qui me remplit d'humilité que d'emboîter le pas. Et je pense que cet échange a été des plus stimulants. Chers frères, chères sœurs, recueillons-nous maintenant et réfléchissons à ce que l'on vient d'entendre aujourd'hui. Et faisons appel au Seigneur par cette prière. Seigneur, nos échanges aujourd'hui ont révélé que petit à petit nous nous réveillons. Nous nous réveillons
et constatons nos péchés profonds et occultés, plus particulièrement le péché du racisme qui a touché notre culture, notre psyché et nos us et coutumes. Malheureusement, nous pensions que nous étions arrivés à un terrain de jeu égalitaire. Nous pensions que nous n'avions pas à avoir de couleur, mais nous savons que nous avons plus à accomplir pour nettoyer, soigner et établir la justice. Pardonnez-nous d'avoir abandonné avant d'achever le travail. Aidez-nous à voir ce que nous n'avons pas pu voir avant. Aidez-nous à tout examiner. Chaque habitude, chaque système, chaque dynamique de groupe et préjugés. Aidez-nous à ne pas laisser quelque pierre que ce soit non retourner dans notre mission de la route contre l'injustice. Aidez-nous à aimer l'éthique du Christ, Dieu, alors que nous faisons cela, que nous travaillons et que nous le faisons parfois dans des conditions difficiles, nous nous sentons submergés et gênés. Aidez-nous à ne pas plier, à ne pas capituler, étant donné nos égos fragiles, et aidez-nous à ne pas être aveuglés par nos propres privilèges. Aidez-nous à être robustes dans nos cœurs et à aller de l'avant conformément à nos cœurs. Et alors que nous avançons dans nos habitudes, nos cultures, nos habitudes, nous continuons à aller de l'avant pour nous éveiller face aux injustices. Aidez-nous à espérer, à faire la paix et à restaurer. Et avant tout, aidez-nous et nos voisins et nous prions au nom de Jésus, celui qui représente le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Amen. En effet, disons Amen ensemble. Merci du fond du cœur. Cher frère Massiliwa, merci à tous ceux qui ont rendu ce webinaire possible. Et je suis heureux de voir que nous terminons à l'heure. Et je vous souhaite tout le meilleur et j'espère sincèrement que vous participerez toutes et tous à la conférence de la diaspora africaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Petite mention, mon frère Segma a été absolument fabuleux pour s'assurer du fait que l'on puisse se retrouver sur cette plateforme aujourd'hui. Ma sœur, et nous vous remercions. Merci pour tous ces travaux en dehors des heures de bureau. Merci. Oui, elle rend toujours tout possible. Que Dieu la bénisse. Merci à toutes et tous. Je propose maintenant qu'on clôture ce webinaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.